Bonjour à tous, même si on s'est déjà dit bonjour à plusieurs reprises depuis ce matin. Donc, je me présente, je suis Pascal Richard. Aujourd'hui, je me présente à vous sous la casquette du président du syndicat régional Aura Digital Solaire, qui est le syndicat du solaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a vocation à remettre le solaire à l'ordre du jour des politiques énergétiques régionales. Je tenais aussi, et je vous remercie pour votre compréhension, de profiter un instant de ce magnifique perchoir, qui est assez symbolique depuis hier, jour où notre président de l'Assemblée nationale l'a quitté pour devenir notre nouveau ministère de tutelle. Cependant, je vous prie d'accueillir les personnes qui vont intervenir. Je précise, avant de commencer, que j'ai accepté de prendre au pied levé cette mission d'animer cet atelier il y a 24 heures, donc ce n'est pas mon métier. Je comprends les concepts, je vais essayer de l'animer au mieux, et je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Donc nous allons parler autoconsommation photovoltaïque, numérique et stockage stationnaire. Alors, nous avons parmi les participants Olivier Béchu de Vale Énergie. Nous avons Maximilian von Bülter de Sonnen E-Services. Bienvenue. Christophe Bourgueil de Eaton. Allô? Oui. Oui. Ça marche? Merci. Ensuite, nous avons Marianne Boost de Cap Gemini. Grégory Lamotte de Comwatt, et enfin Christophe Courtois de Texol. Alors, c'est dans cet ordre que vont se dérouler chaque intervention. Je vous propose un deal dans le cadre de cet atelier, c'est que l'on pose les questions une fois que les présentations sont terminées. Comme ça, on contrôle bien le temps et ça nous permet d'avoir un temps d'échange finalement beaucoup plus long, dans lequel on pourra équilibrer les interventions de tout le monde. Donc, je vous remercie d'intégrer ça dans vos esprits. Et je vais donner la parole à Olivier Béchu, qui est directeur général de Vale Énergie et qui va nous faire un retour d'expérience sur une installation faite au sein d'une PME-PMI dans le 06 qui intègre du stockage stationnaire. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Bonjour à tous. Merci. Donc, je vais partager avec vous un retour d'expérience sur du stockage stationnaire en milieu industriel, puisque Vale Énergie s'adresse uniquement à des entreprises et collectivités. Deux petits mots, Vale Énergie, on va fêter nos 10 ans dans un mois. On fait des installations solaires, donc du développement, la conception, l'installation et l'exploitation maintenance. Cet exemple est situé dans les Alpes-Maritimes, région bien ensoleillée, mais pas que, nous intervenons partout en France. Donc, ce site industriel, c'est une usine de fabrication de fenêtres qui vise à être autonome en électricité. Et à votre avis, est-ce qu'elle est totalement autonome? Pas encore, effectivement. Néanmoins, ce retour d'expérience, c'est presque une année, ça fait bientôt une année que cette usine est équipée d'installations solaires et de stockage d'énergie, avec la première batterie Tesla installée en France, la version industrielle, le Powerpack. C'est un site industriel, alors on a dit PME, PMI, c'est un site qui compte 50 personnes. Il y a des lignes de fabrication pour fabriquer des fenêtres.
200 fenêtres par jour qui sortent des usines. Et ce site, il a aujourd'hui une certaine autonomie, mais il peut faire encore mieux. Pour donner quelques chiffres, c'est 150 kW crête de puissance solaire installée, et c'est 100 kWh de stockage sur batterie lithium-ion, donc Tesla. Donc ce petit retour d'expérience, c'est pour vous montrer aussi le parcours de cette entreprise, donc Prefal, qui, c'est pas l'année dernière qu'ils se sont intéressés à l'énergie, ça fait des années qu'on les accompagne, et le message que je voudrais passer, c'est que le stockage, c'est sûrement pas la première chose à faire. Chez eux, on a fait beaucoup de choses. Déjà, il faut des conditions favorables, une consommation connue, et donc la première étape chez eux, et c'était en 2013, on a commencé par mesurer les consommations. Donc on les accompagne sur l'énergie depuis tout ce temps-là. On a mesuré les consommations, on a appris beaucoup de choses. Ils ont modifié certains de leurs fonctionnements et on a réglé des machines. Et on a fait beaucoup d'économies sans investir pas plus que de mesurer l'énergie. On a un petit graphique avec, alors je ne sais pas si c'est bien visible, mais avec les étapes de réduction d'énergie, avec de la mesure, de l'accompagnement. Une fois qu'on avait gagné à peu près 25% de leur conso, on a regardé si on pouvait modifier des équipements pour des équipements plus performants avec un souci de retour sur investissement rapide. Et c'est ce qui a été fait avec du relamping, avec des compresseurs POPs qui utilisent de l'air comprimé qui sont plus performants et différentes modifications sur ce qu'on appelle l'environnement du process. Parce que chez un industriel, vous ne touchez jamais à son process, c'est son cœur d'activité, c'est ce qui est sensible. Mais l'environnement du process, il y a souvent beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'on a fait. Et puis, ils nous ont dit, mais comment on peut aller plus loin ? Bon, nous, notre métier d'origine, c'était le solaire. On a fait de l'efficacité énergétique depuis des années aussi. Mais voilà, c'était un peu le but ultime. Une fois qu'on a tout réduit, comment on peut faire du solaire ? On a équipé en solaire, mais en étant limité. Alors, c'était de l'autoconsommation dès le départ. C'était la volonté. Donc, produire et consommer sur place, en diminuant encore les consommations et en allant vers un peu plus d'autonomie. Et comme on connaissait bien les courbes de consommation et qu'on avait bien travaillé, on avait réduit ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est-à-dire quand l'usine est fermée, la nuit, ou, oui, je n'ai pas précisé, c'est une entreprise qui travaille en 2/8, donc avec 2 équipes postées, et la nuit, c'est fermé. Donc la nuit, le week-end, on avait bien travaillé, il ne restait pas grand-chose qui tournait, donc le talon de conso était assez faible. Donc on a été assez limité en autoconsommation. Donc c'est là où on a ajouté un peu de numérique. Je ne parle pas de blockchain, hein, c'était une numérique simple, mais numérique, on entend dans l'optimisation de l'autoconsommation. Ouais, dans l'optimisation, mais notamment en pilotant la production pour pas qu'elle, par exemple le week-end, quand il n'y avait pas de, et on le verra sur les courbes, quand il n'y avait pas de consommation, qu'on ne réinjecte pas sur le réseau, puisque c'était de l'autoconsommation 100% sur place. Très bien. Et puis, on a un peu appris avec eux sur leur profil et on a décidé, puisqu'il y avait largement la place, d'augmenter fortement la production solaire et d'associer ça avec de la batterie. C'est ce qui s'est fait il y a 1 an. C'était la dernière étape faite, mais on en a d'autres à faire. On peut encore faire mieux. Aujourd'hui, ils ont atteint, donc avec la batterie, avant la batterie, on arrivait à toucher presque 30% de leur consommation avec le solaire. Et on est passé à 50% en moyenne sur l'année, 50% de ce qui leur restait. Pas de l'énergie de 2013, de celle qui avait déjà été optimisée. De 2013, on est à moins 64% d'énergie consommée sur le réseau. Ce sont des choses, en effet, que les Français veulent savoir, n'est-ce pas ? Je disais que le terrain doit être favorable, c'est que c'est mieux de travailler avec une entreprise qui a une consommation de jour, diurne, parce que c'est à ce moment-là qu'on va produire de l'énergie solaire, d'avoir une direction d'entreprise qui a la volonté de faire des choses et d'avancer, parce qu'on a des choix à faire qui sont un peu
pionnier peut-être, ou en tout cas aller de l'avant et pas suivre le mouvement et attendre que tous les autres aient fait. Et puis voilà, que ça se justifie économiquement. Et petite question, tant que vous parlez de jour, nuit, la nuit, il y a un talon de consommation sans doute également, les serveurs qui tournent, un certain nombre de systèmes. Est-ce que ce sont les batteries qui couvrent cette consommation ou là c'est le réseau? Est-ce que finalement ce site il est autonome, on l'entend également la nuit? Parce que c'est tout de même un des arguments majeurs de certains contradicteurs du solaire, de dire voilà, la nuit, il n'y a pas de solution, donc il faut du nucléaire pour venir compenser, etc. etc. Et même si ce sont des petits pas, ce sont des pas importants à évoquer. Oui, on va le voir sur les courbes futures d'ailleurs. Alors c'est pas celle-là, mais la suivante. Mais donc on a superposé la production d'électricité solaire et leur consommation pour bien comprendre. Alors cette slide, elle est concentrée sur les heures de journée, donc les heures où les équipes travaillent et qu'il y a des consommations plus importantes. Donc on a une autonomie, sans parler de stockage, qui est à peu près de 9h à 15h30. Et puis le surplus de production solaire qui est stocké va permettre d'allonger la durée d'autonomie le soir. Ce qu'on a matérialisé là pour bien comprendre sur le graphe hachuré. Et donc je vous ai fait quelques comparatifs là, des extractions qui ont été faites avant installation de batterie et après installation de batterie. Donc sur la partie haute du graphique, c'était avant l'installation, juste avant l'installation, en septembre 2017, où on avait de la production solaire qui est en orange, alors là on a un exemple, je l'ai mis le week-end justement pour parler du talon de consommation. Le samedi matin, en général, ça leur arrive de travailler. Sinon c'est 2,8 tous les autres jours de la semaine. Et puis on limitait la production solaire, donc on voit la production qui s'écrase et qui se limite à leur talon de consommation qui est faible, parce que comme je le disais, ils ont bien travaillé sur la réduction des consommations en usine fermée. Mais on ne couvrait pas la totalité. Et sur le graphique bas, vous voyez que on peut du coup produire même quand l'usine est fermée, auquel cas on stocke l'énergie, ce qui nous permet, alors là sur le week-end en partie basse, donc on est en avril, il n'y a aucune consommation, donc du samedi midi même matin jusqu'au lundi. Et on a notamment, et ça c'était important pour eux, comme c'est un procédé de soudage de menuiserie PVC, il y a des machines qu'on appelle des soudeuses qu'on doit faire monter en température et qui consomment pas mal le lundi matin à la reprise des équipes. Et avec le stockage en batterie, on arrive à effacer cette pointe qui est matérialisée en pointillé. Et un dernier, je vois le temps qui tourne, donc je vais terminer là-dessus. On a mis en parallèle donc ce graphique que vous venez de voir avec le taux de charge de la batterie, donc qui stocke et qui déstocke. Et notamment, on voit ça le lundi matin là, à 4 heures au démarrage des installations. Notamment, on efface le pic de chauffe. Je voulais dire une dernière chose. Donc, on n'a pas fini. On peut encore faire d'autres choses, c'est-à-dire piloter des équipements pour mieux caler les consommations et la production. Et on parle de stockage stationnaire, mais il y a du stockage mobile aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, dans leur réflexion, il y a aussi le véhicule électrique, les bornes de recharge, parce que ça, c'est du stockage mobile. On vient d'ailleurs de faire, toujours dans les Alpes-Maritimes, une installation pour SAP, l'éditeur de logiciels qui est assez connu, qui a dans la région le plus gros parc de véhicules électriques et qui a du coup couplé ça à une installation solaire avec notre solution qu'on appelle Helibox. Est-ce que ce système installé qui apporte du coup un certain service à cet utilisateur est rentable? Je pose la question de façon très ouverte. Ouais. Comment la rentabilité est perçue ou calculée? Alors, il est rentable parce qu'on est dans des conditions bien particulières, à la fois d'un ensoleillement exceptionnel. Vous avez peut-être vu sur la photo, je ne sais pas si je peux revenir, mais on a des panneaux extrêmement bien orientés, plein sud, et la toiture s'y prêtait. Et donc les conditions sont favorables et leur tarif d'électricité est
pour une entreprise de cette taille-là est bien, mais c'est pas une entreprise plus importante peut-être aurait un tarif moins élevé. Mais on se replace, l'installation elle date d'il y a 1 an. Et pendant ce temps-là, le prix des batteries diminue et ça continue. Donc nous, là-dessus, et on les a accompagnés, on voulait aussi être pionniers et aller de l'avant en se disant, demain, c'est peut-être la moitié de nos systèmes qu'on équipera de stockage. Bien sûr, parce qu'un système, un site pareil fonctionne, rend satisfaction, donc on se dit 1, donc 2, donc 3, donc 4, donc 100, donc 1000. Et dernière question sur la notion de rentabilité, mais je laisserai les personnes poser des questions plus tard. N'y a-t-il pas des primes à l'investissement au travers de fonds FEDER ou de fonds régionaux qui ont aussi catalysé le retour sur investissement, par exemple? Sur ce projet-là, il n'y a aucune subvention. C'est ce qui, je pense, intéresse aussi un certain nombre de personnes ici, de bien comprendre les modèles de rentabilité des installations solaires avec stockage, là où certains vont dire que ce n'est pas rentable, et puis d'autres vont présenter des schémas qui le sont. Vous voyez, donc j'espère qu'on se fera une opinion intéressante à la fin de cet atelier. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. On va donc, je vous demande la petite manette, merci. On va maintenant essayer d'accélérer pour maintenir un rythme de 12 minutes par intervention. Et nous allons maintenant laisser la parole à Sonnen Community, qui est un groupe allemand très connu et dont on parle beaucoup en ce moment. Donc on est très fiers de pouvoir compter sur vous aujourd'hui. On vous remercie beaucoup d'ailleurs pour ça. La personne qui va intervenir va le faire en anglais parce qu'elle s'y sent plus à l'aise, même si elle va se présenter, j'en suis sûr, en français. S'il y avait des malentendus ou des questions que vous souhaitiez poser pendant cette présentation, alors on serait plusieurs ici à les traduire immédiatement. Il ne faut pas hésiter un instant. Donc, Sonnen Community, on pense bien sûr aux communautés, j'ai envie de dire, solidaires, à l'électron partagé. Et nous, en France, on a beaucoup de soleil comparé à ce que vous avez en Allemagne, et on a vraiment envie de faire la même chose. Donc, I give you the ball, like we say, Merci and I beaucoup. thank you. So thanks for inviting me to talk to you about the Sonnen Community. I don't know if it's known in France so far, but it has gotten pretty famous in Germany, because what happened with our company, it started all in 2010 and all started with residential storage. However, now we have become sort of a company that drives the energy market revolution, and utilities are now copying our product. So I would like to give you a short presentation on the company. I would like to introduce you to our residential storage systems, and then I'll present the product, the Sonnen Community, connected with the Sonnen Flat, which gives you electricity for zero. Once you've installed the PV and the storage, it doesn't cost you anything in addition anymore. So I'll give you a little journey about where we came from and where we're now. So this is our mission. Our goal is clean and affordable. I can't see the screen up there, so I'll look over there if you don't mind. Our goal is clean and affordable energy for everyone. And several thousand households already today prove that it can be done now. We're not talking about the future, we're talking about the present. And don't hesitate to speak a bit slowly and try to minimize your American and your Texan accents. Alors, Thank you, it's a joke. bon, je pourrais essayer français, mais I don't. No, let's go. Let's go ahead. I'll do slow English. Let's go ahead. So where we are now, we started in Bavaria. We have a production facility in the Alps. We're pretty strong in Germany. We're now exploring the Australian market. We've just entered it. We're in the Italian market, in the British market, and also pretty strong in the US market. In the US, we also have a production site, which is located in Atlanta. It's written very small, so I just give you the most important details. So today we're operating the largest electricity sharing platform worldwide, and we've installed more than 30,000 residential storages and more than 120,000
people are provided by energy from us. Does it work? No, how can I go back? Like this? Okay. So we are by now the market leader for energy storage systems. We have a pretty strong brand in Germany. It's sort of also known because we're like the German Tesla when it's about marketing and strength of brand. And est-ce que vous pouvez revenir sur le slide précédent? Ici, ce sont donc les positions des différents concurrents de batteries. Yes, we are the black one, Sonnen, Donc vous êtes, followed by LG Chem. Ok. Et Mercedes a arrêté? Mercedes a arrêté? Oui, ils ont arrêté maintenant, mais ils ont, they're still existing. So, Install it's base. Yeah. Et Tesla? Non? Tesla is small. I don't think they delivered so many Powerwalls in Germany. D'accord. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que Sonnen est leader en Europe Yeah. sur le So stockage. I'm not only talk about our company because I like to share the knowledge about our company, but also it's pretty parallel to what happened in residential storage in Germany. That's why I give you now the timeline. I'll read it to you because what's written in there is pretty interesting. It's founded only in 2010, 8 years ago, by two people, Christoph Ostermann and Thorsten Stiedenhofer, and they built the first storage system themselves. And the first battery was released in 2011. And then in 2012, they already started thinking about software and smart and intelligent software. So they have been exploring that for 6 years now. And in 2013, we had the first investor. Before that, it was all privately funded. And from 2014 on, the story sort of began because then the price dropped by half and we became competitive. So we connected the hardware with the product and we started the Sonnen community and we started the story in Germany that now households, when connected, can sort of replace energy suppliers. And that's what we're working on, that's what we're doing right now. So when you take the Sonnenflat, which was launched in 2016, then you put your battery into this community and you let us use it for flexibility and for grid stabilization. That's like the secret behind the business model. In return, you get electricity for free. So it's a win-win for both. 2017, we started a project with a grid operator, which was pretty unique. It's the first time that grid operators are sort of exploring using residential storage to stabilize the grid. Especially in Germany, it's important due to the high amount of renewables in the system. And it's based on blockchain technology. It's together with Tenet. I don't know if you know that Tenet is we call them UNB. It's like we have 4 large grid operators, and then we have 700 local grid operators. So the 4 large ones, they sort of determine the system. And Tenet is one of them. IBM with the technology, and we put in the storage. And by today, this year, we launched the Sonnen Charger. That's how you can connect your your car with your PV plant and your storage system, and more you become fully independent. As a prosumer. Still, you have 5 to 7 minutes? I still have 7 minutes? 5 to 7, yeah. Oh, that's a lot, That's so fine. I don't have to run. Lots. Please. So I wanted to give you a quick look into our product history. It's not important what's written on there. I just wanted to show you that to us, since we are selling B2C, and every single customer of ours is a new customer. We didn't have a customer base, so we're getting everyone by ourselves. That is completely different to the utilities. They can simply shift their group of customers and just sell them a new product, but we have to find every single one. So that's why to us the brand is so important. And you see that the design of those batteries has become more and more refined. We also won prizes for the design. And the one in 2017, the Eco 8, we call it, that's the one we're working on with now, combined with the charger, which was just launched. So I hope you can see it, but it's about the future energy ecosystem. Why are we doing all that? In Germany, we had a pretty simple structure. It was the power plants connected to the grid, and then the electricity was distributed to all households.
But today, probably it's similar in France, or it will be similar in France. You have several production sites. By that, you also have increased volatility, but that doesn't need to be negative. Once you balance the volatility with decentralized storage systems, it will be just as stable, the system, as it was before. And that's what we are working on. You have a high connectivity, you have a lot of you have different technologies, you empower the customers by new technologies. He can be an active part in the ecosystem and in the energy system, so the roles change completely. And it's technology which is empowering the customers. So basically, we are just providing the customer with the tool to become an energy supplier himself. And we do that by bundling them and via the community. So the community is both. It's the instrument to be a strong part in the system, but it's also an instrument to market the idea, because it's pretty difficult to get people involved and make it attractive to them to become prosumers. So these are our three steps. Customers who invest in PV. In Germany, they can provide, I don't even know that word in English. So it's like by 30% they auto-consume. So 30% of the energy they produce, they consume themselves. 70% goes into the grid. So once they invest in storage, they consume 70 up to 80% of their own produced energy. And when we provide them with the Sonnenflat, they don't have to bother about their electricity bill at all anymore. It's zero costs. They just have a fixed monthly fee to join the community. That's it. So even without Sonnenflat, you can join the Sonnen community, and that was the mean to I think it started in the Netherlands, maybe. There, the idea of having energy communities was first launched, but it was more driven by an ecological neighborhood sharing attitude. And Sonnen pushed it further and made it more competitive and attracted a larger share of consumer groups. It's pretty small written. I need to, next time I put pictures in. So basically it's a story I already told in between the lines. It's about bundling those storage systems and then offering it to the grid and let the grid use the flexibility of those storage and selling the flexibility of the storage, of the bundle storage. That's how we repay for the free amount given to the customers. So the risk of trading, it's on our side. The customer doesn't have any risk. He just gets the present. You can have up to 8,000 free kilowatt hours. It depends on how much PV capacity and how much storage capacity you install. So we have 4 packages, more or less. We sell them by 4,250, 5,500, 6,750, and then the 8,000. I don't know if it fits in France. I know that you use electricity for heating purposes. That we don't do that much, but it's a pretty large amount. Small companies, they can also balance their bill with that system. So and finally, a few pictures. That's our Sonnen community. If you want to take a look, you can also go on the internet. Just take a few words, quelques mots sur ce slide. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je les ai vus hier, c'est que ça me fait penser en fait au nuage de Tchernobyl. Ça s'arrête à la frontière française, sauf que celui-là, on aurait bien voulu le voir venir, mais on a eu l'autre, quoi. Voilà, mais c'est flagrant. Donc, il faudra quand même que vous nous expliquiez comment il faut qu'on fasse pour avoir la même chose en France. Parce que on voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut changer chez nous. 2 more slides, then I'm done. But I'm pretty sure you understand what I mean. No? No? It looks like your picture, you see, on the right-hand side, you have the blue, your community, you see,
and when you have the French border, okay, you have Yeah, nothing I know, anymore. I know. It's like the So if you go outside, there's My Power, and they're selling our storage in France. yeah. So if you want to have more dots on the left-hand side, and you want a bit more blue in your country, talk to them. You can also talk to me. To whom? My Power, we have a cooperation with Engie. Okay. And also we're looking for partners in France. So anyone interested, just come towards me. So you said that there is already a solar community in France? They're starting one, yeah. There is. Okay. Well, not yet. As you see, there are no dots, but you can always check out live in the internet. It's Sonnenglobe, we call it, globe.sonnen.de, and there all the installed storage systems appear. It's pretty blue in Germany and also in northern Italy, and it's starting in Australia and the United States. So how do we spread the word? How do we do all that? Of course, we have a strong marketing campaign online, but the most important part are the Sonnen ambassadors. So it's the word of mouth. People who already bought a battery, they are inviting people at their homes and present their independence system, and do the advertisement for our company. If they're interested, they can put in their photo in this globe. They don't have to, but a lot of them want to. That's how we started the Facebook of Energy. This is in the southern region of Germany. I just wanted to teaser it, so if you're in, just take a look and explore it yourself. And the best would be if you become a part of it and make the energy market revolution happen. So, thank you. Je pense qu'on peut applaudir. Merci. Je suis persuadé qu'on aura des questions par la suite pour cette belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donc enchaîner avec la société Eaton. Donc, je vous prie de passer le curseur. Avec une présentation et même une vidéo très très intéressante sur quelque chose d'existant, de forte ampleur aux Pays-Bas, hein, et voilà, qui a le mérite d'exister et d'apporter des services suffisants pour avoir, je dirais, une réelle utilité. Donc c'est toujours bon aussi de regarder des choses qui existent à des échelles pareilles. Donc je vous laisse la parole et je vous remercie beaucoup. Merci. Bon après-midi à tous et merci aux organisateurs de nous donner l'opportunité de présenter ces réalisations devant vous aujourd'hui. Juste rapidement quelques mots sur Eaton. En fait, le groupe Eaton, nous sommes le 4e fabricant mondial d'équipements électriques, à la fois dans la partie tout ce qui est protection, conversion d'énergie à haut rendement, mais aussi tout ce qui est contrôle, supervision, commande, alarme de sécurité, etc. Donc un ensemble d'activités dans le secteur électrique. En Europe, nous sommes 25 000 personnes à peu près, et en France, à peu près 2000 personnes avec des centres de recherche-développement, en particulier un centre à Grenoble sur tout ce qui concerne la conversion d'énergie et les onduleurs monophasés. Et c'est à partir de ce centre que nous avons démarré l'activité de stockage. Alors, la vision stratégique du groupe Eaton dans le domaine du stockage, d'abord, il faut savoir que c'est une société qui est très investie dans tous les éléments de la transition énergétique, dans laquelle donc nous avons un rôle à jouer, comme tous les acteurs du secteur, pour pouvoir réaliser cette transition, c'est-à-dire réduire nos émissions de CO2, augmenter la part des énergies renouvelables et augmenter l'efficacité énergétique. Et si on regarde un peu plus largement la transition énergétique, ce qu'on voit, et ça a été présenté à de nombreuses reprises aujourd'hui, c'est la migration vers un système décentralisé. Un système de production décentralisé à partir d'énergies renouvelables, puisqu'elles sont disponibles partout, on peut produire partout.
Mais ça a beaucoup de conséquences, donc ça a un certain nombre de conséquences sur les réseaux. Ça a aussi des conséquences technologiques qui sont non négligeables, puisqu'on va passer des gros systèmes électromécaniques avec des systèmes de distribution sur le réseau, à des systèmes de production locale qui font intervenir beaucoup plus de conversion d'énergie, d'électronique de puissance, de gestion de données, de gestion d'informations, d'automatisme, de systèmes intelligents qui ont une intelligence locale et qui sont également communicants pour pouvoir fonctionner en réseau. Donc, lorsqu'on est dans le domaine de la conversion d'énergie, de la protection, de la gestion de l'énergie localisée, eh bien, il est normal de s'intéresser et de travailler sur ce sujet, et c'est la vision du groupe Eaton. Alors, c'est des travaux qui ont commencé il y a déjà pas mal d'années, puisque en 2013, on a lancé un premier programme de recherche qui était cofinancé par l'Union européenne et dans lequel il y avait plusieurs acteurs. Il y avait en particulier le groupe Nissan, également le CEA, et puis l'École polytechnique de Lausanne. Et Eaton était chef de file de ce projet. C'était le projet Green DataNet. L'objectif était de travailler sur l'efficacité énergétique d'un data center, mais également de travailler sur les technologies, la technologie de stockage et en particulier les technologies du véhicule électrique. Pourquoi ? Parce que la vision, c'est que le secteur qui va révolutionner le stockage et qui est en train de révolutionner le stockage aujourd'hui, c'est le secteur automobile. Et d'où l'idée de travailler en partenariat avec un grand groupe automobile, qui est le groupe Nissan, qui est aujourd'hui le leader du véhicule électrique dans le monde. Donc ces travaux initiaux avaient pour objectif de valider la possibilité d'utiliser les technologies du véhicule électrique pour faire du stockage stationnaire. Et au-delà de ça, c'est un peu plus ambitieux, l'idée était aussi de voir les batteries de véhicules électriques après une première vie dans un véhicule. Ces batteries, peut-on les réutiliser pour faire du stockage stationnaire et leur donner une deuxième vie? Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé à partir de 2013. Et c'est ce qui est à l'origine des développements actuels et des solutions que le groupe Eaton met actuellement sur le marché avec son partenaire Nissan. Donc il y a une succession d'étapes. On a présenté en 2015 à la COP21 des premiers prototypes. On a installé un premier système en fonctionnement en 2016 en France. C'est un opérateur qui s'appelle WebAxis qui développe des data centers de proximité, qui a vu ce système. Sa vision, c'était de faire des data centers qui soient respectueux de l'environnement. Le data center est un grand consommateur d'énergie. Et donc, il nous a dit, écoutez, moi, je veux avancer dans cette direction. Vous travaillez sur des solutions. Faisons ensemble le premier data center à travailler en autoconsommation partielle, en autoproduction, avec du stockage stationnaire par batterie de seconde vie. En 2017, nous avons lancé les gammes résidentielles que je vais vous présenter brièvement, et puis travailler également sur des solutions de plus forte puissance. Alors l'approche technologique est un petit peu particulière parce que par ce partenariat, nous sommes allés très loin dans je dirais, l'appropriation et le développement sur la technologie de la batterie. En effet, Nissan fournit, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, dans le partenariat, la technologie de batterie, les éléments de batterie, sous forme de modules, de première vie ou de deuxième vie. Et puis nous avons travaillé ensemble, suite aux premiers travaux de recherche, à l'industrialisation de l'intégration de ces modules, aussi bien de deuxième vie que de première vie, en développant en particulier la technologie de contrôle, la partie BMS, qui permet de manager des batteries de deuxième vie ou de première vie. Et puis autour de ça, le savoir-faire d'Eaton, eh bien, c'est toute la partie conversion d'énergie. Donc sur ce que vous voyez en haut, c'est les solutions pour le résidentiel, donc qui sont des solutions intégrées, donc avec la partie conversion d'énergie, contrôle commande, intelligence embarquée, et puis en bas des solutions pour les applications de plus forte puissance.
Alors tout ça a été développé en partenariat, Eaton-Nissan, et produit dans les usines Eaton, puisque nous avons une approche intégrée au niveau industriel pour s'assurer de la qualité des réalisations. Alors on a parlé un petit peu de la vision, on a parlé de la technologie qu'on a mis en œuvre et des travaux que nous avons réalisés. Ce qui est important surtout, c'est de voir quel est l'usage d'un système de stockage. Et ce qui est important, c'est que le système de stockage est un équipement multiservice. Et ça va vous permettre, à partir d'un même équipement, de réaliser un grand nombre de services. Évidemment, l'optimisation de l'autoconsommation, c'est pour pallier à la question d'intermittence. Donc vous produisez, vous stockez, vous consommez quand vous en avez besoin. C'est ce qu'on appelle le déplacement de consommation. Vous avez également toute la partie écrêtage de pics. C'est une fonction qui devient de plus en plus importante. Ce qu'on constate, c'est que les coûts des pics de consommation deviennent de plus en plus onéreux et vont devenir de plus en plus onéreux dans les années qui viennent. Et donc, pour un certain nombre d'installations, qui peuvent être du résidentiel, qui peuvent être de l'industriel, ce sont de vraies problématiques. Et on travaille actuellement sur certains projets dont la justification principale, l'intérêt principal est de permettre d'effacer ces pics, qui étaient mentionnés d'ailleurs tout à l'heure dans l'exemple que vous preniez sur un site industriel. La continuité de service, la fonction secours, qui est également un aspect très important pour faire face aux problématiques d'intermittence, mais aux problématiques de réseau également. Voilà, donc ça, enfin, un autre aspect très important qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est la partie service système. C'est-à-dire qu'avec des solutions de stockage, eh bien, on va pouvoir contribuer à l'équilibre de réseau au travers d'agrégateurs et de services de régulation de fréquence. Ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces services peuvent être fournis à partir d'un même équipement, et tous nos développements et tous les équipements que nous développons sont capables de le faire. Tous ces services. Alors, je vais passer assez rapidement sur la partie solution. Ici, vous avez un système résidentiel. Donc, c'est un système qui est totalement intégré. Vous n'avez qu'à connecter des panneaux photovoltaïques. Donc, vous allez pouvoir les raccorder directement en DC, que vous allez pouvoir raccorder au réseau en injection ou en soutirage. Donc, c'est un système bidirectionnel. Ce qui veut dire que vous pouvez également, sur une installation existante, connecter vos panneaux photovoltaïques par la partie AC. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez même éventuellement faire des installations hybrides avec les deux. Et aujourd'hui, nous avons des installations de ce type-là qui tournent déjà en France. Il va vous rester 3 minutes à peu près. Ok, alors je vais accélérer. Ouais. Je pense que vous avez compris les fonctionnalités système. Oui. Ici, c'est un point effectivement qui est important, qui a été évoqué par mes collègues ou mes confrères, sur je dirais les performances qu'on arrive à obtenir avec un système de stockage. Là, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'on est pratiquement à 100% d'autoconsommation. Alors, ça dépend du dimensionnement, ça dépend du type d'usage, ça dépend du... Mais c'est assez impressionnant ce qu'on peut obtenir en termes de performance. Alors, je vais vous parler plutôt des systèmes industriels assez rapidement. Donc, c'est une gamme de solutions qui permet de partir en gros d'une vingtaine de kilowatts. Là, on est en triphasé et d'aller jusqu'à plusieurs mégawatts et plusieurs mégawattheures. L'approche que nous avons eue, c'est de structurer des systèmes modulaires qui permettent d'adapter en fait précisément le système de stockage aux besoins de l'application, aussi bien en termes de capacité, en termes de puissance, qu'en termes de service. C'est pour ça que j'insistais sur les aspects services, c'est qu'on peut, à partir de ces systèmes, réaliser l'ensemble des fonctionnalités que je décrivais précédemment. Est-ce qu'on peut... Là, il faut vraiment qu'on break. Alors, on va s'arrêter. On va simplement... Je pense que le plus simple, c'est de vous montrer une réalisation. La vidéo ? Où vous allez voir... Oui. Avec une vidéo où vous allez pouvoir voir l'ensemble des services dont je vous ai parlé à partir d'un même système. Donc il s'agit du Johan Cruyff Arena, qui est le stade de l'Ajax d'Amsterdam,
C'est une installation qui fait 3 MW, 2,8 MWh, et qui fournit l'ensemble des services dont je vous ai parlé. Très bien. Vidéo, please. La Johan Cruyff Arena, un lieu emblématique pour accueillir de grands événements. Qualité, innovation et respect de l'environnement sont les maîtres mots de la stratégie de ce stade. La Johan Cruyff Arena aspire à devenir un symbole de l'innovation et rechercher une solution durable et innovante pour répondre à ses besoins en énergie. Une solution qui lui permettrait de réduire ses émissions de CO2 et de générer des recettes en fournissant des services aux gestionnaires du réseau électrique. Avec le soutien de partenaires stratégiques tels que The Mobility House, Eaton, Nissan et BAM, l'Arena s'est dotée d'un système de stockage de l'énergie d'une puissance de 3 MW et d'une capacité de stockage de 2,8 MW par heure. Le système de stockage rend l'approvisionnement en énergie de l'Arena plus efficace, plus respectueux de l'environnement et plus fiable en lui fournissant une énergie d'appoint, en réalisant de l'écrêtage pendant les heures de forte consommation et en participant à des programmes de stabilisation du réseau électrique. Le système X-Storage Building, conçu par Eaton et Nissan, stocke l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques installés sur le toit du stade ou par le réseau électrique pendant les heures creuses et fournit une énergie durable en cas de panne, ce qui limite l'utilisation de groupes électrogènes diesel. Il gère également les besoins en électricité du stade pendant les rencontres sportives et les concerts, lorsque la consommation d'énergie atteint son maximum. La charge électrique sur le réseau public et l'infrastructure de distribution locale est ainsi considérablement réduite. Le système du stade comprend 4 onduleurs bidirectionnels Eaton, 61 armoires, 254 packs batteries de seconde vie et 340 packs batteries fabriqués à partir de modules batteries neufs. C'est l'équivalent de 63 batteries usagées et de 85 batteries neuves de Nissan Leaf. Chaque onduleur est raccordé à plusieurs rangées d'armoires de batteries adaptées à la configuration du système. The Mobility House pilote le système de stockage d'énergie. La société régule la fréquence en chargeant ou en déchargeant les batteries en fonction des demandes de l'opérateur du réseau électrique, ce qui renforce la stabilité du réseau tout en générant des recettes supplémentaires pour la Johan Cruyff Arena. La solution X-Storage Building stocke et distribue efficacement l'énergie selon les besoins, garantissant l'absence de panne de courant pendant les matchs de football et les concerts, alimentant le quartier alentour lorsque cela est nécessaire et protégeant le réseau tout en réduisant les émissions de CO2. La Johan Cruyff Arena, Eaton, Nissan, The Mobility House et BAM sont à la pointe de la technologie et proposent des solutions sûres, fiables et durables afin de rendre les stades et les villes plus économes en énergie. Ensemble, ils construisent aujourd'hui les stades de demain. Merci beaucoup. Et Voilà, donc ça Très bien. c'est une installation que nous avons mis en service le 29 juin. Et nous avons en cours également des réalisations en France sur lesquelles on espère pouvoir communiquer dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Je vous remercie. merci beaucoup. Nous allons maintenant enchaîner avec la société Capgemini. C'est quand même une société qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des conférences solaires, mais il faut le voir d'un bon œil. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Capgemini se qualifie de leader de la transformation digitale pour l'énergie. Donc ça tombe bien, vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui justifie une telle qualification. Et vous avez des perspectives folles sur la digitalisation de l'énergie, exactement comme le prédisait André Joffre l'année dernière, la précédente université, enfin la précédente au colloque de l'autoconsommation photovoltaïque d'il y a un an. Et donc, je vous laisse la parole pour dérouler votre présentation. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci à Enerplan pour permettre à Capgemini de venir se présenter. Certains d'entre vous pensaient que c'est une erreur sur le programme. Mais non, l'énergie est une activité très importante pour le groupe, au-delà des services informatiques historiques. On accompagne les acteurs de l'énergie tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit sur les services d'infrastructure et d'accompagnement sur leur transformation. Il faut savoir que l'énergie, pour vous donner un chiffre de grandeur, c'est 12 000 personnes dans le monde pour Capgemini.
Et puis, on accompagne tous les grands donneurs d'ordre sur la place de Paris. Et à mesure qu'ils rentrent sur la transition énergétique, eh bien, nous aussi, on fait un bout de chemin ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour partager des projets. Merci. Alors, pour mettre le contexte, mais il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été données. Le stockage, aujourd'hui, il fait beaucoup d'applications. Christophe vient de le rappeler, c'est multiservice avec un asset. C'est donc bien complexe à gérer. Et puis, ça va évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché a été tiré par soit l'autoconsommation sur le résidentiel, ou alors des services de fréquence, de stabilisation du réseau pour les plus grandes tailles. Et quand on prend les analyses de marché, alors là, j'ai repris une étude de l'IRENA à 2030, mais je pense que beaucoup d'analystes sont d'accord. En fait, ça va complètement changer et il va y avoir une grande part d'intégration avec les ENR et puis bien évidemment avec le solaire. Ça implique que pour les acteurs du solaire qui sont habitués à travailler avec du hardware, il va falloir qu'ils travaillent avec un écosystème plus large, avec des acteurs comme Capgemini, mais d'autres, avec des startups. Et voilà, le but de ma présentation, c'est un peu vous donner une ouverture de ce qui se fait, des exemples. Je l'ai évoqué, des startups. On passe beaucoup de temps à aider nos clients à choisir finalement, au lieu de vous développer vous-même. Peut-être pourriez voir ce qui est déjà fait en cours, parce que souvent les startups vont plus vite. Je suis désolée pour le bruit, l'écho que ça fait. Vous voyez ici une chaîne de valeur simplifiée sur le solaire, donc en partant de from scratch du terrain jusqu'à j'ai ma centrale solaire qui tourne et puis je facture mon client. Je vais faire juste un petit zoom parce que je n'ai pas le temps de passer en revue toutes ces startups. Vous pouvez en trouver d'autres exemples dans le point de vue que nous avons publié autour du solaire. Un exemple autour des drones qui aujourd'hui est passé de l'usage récréatif, on a envie de prendre des photos entre copains. Maintenant, c'est en train de devenir un vrai outil industriel. On le voit dans l'éolien et on le voit aussi dans le solaire. Ça permet de réduire le temps d'inspection. Certains chiffres parlent de 90% de réduction du temps d'inspection. Donc c'est colossal pour ces acteurs-là. Et ce que j'invite les acteurs de la chaîne, c'est regarder ce qui se fait sur les startups parce qu'il y a beaucoup de choses à enrichir, beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que, en effet, les drones qui survolent des milliers de mètres carrés et qui perçoivent un certain nombre de choses, mais il faut l'interpréter derrière. Et l'interprétation derrière se fait en général par des sociétés qui sont plutôt très très ancrées dans le numérique, dans le digital. Et donc ça nous force en effet à avoir cette convergence qui est très intéressante. Tout à fait. Et oui, la clé pour avoir ces données, alors je suis désolée, ça fait un peu peur, c'est une sorte d'architecture simplifiée, c'est une plateforme digitale. Par quoi on entend plateforme digitale? C'est finalement les capteurs qui sont au niveau de vos actifs, de votre panneau solaire, votre module, votre onduleur, qui va permettre d'envoyer les données à une base de données ou dans le cloud. Et sauf qu'au lieu que ça soit le panneau solaire, demain, ça sera tout type d'assets. Ça va être des bâtiments, ça va être les compteurs, ça va être les véhicules électriques, ça va être des données externes, type la météo, les prix de l'électricité. Et ce que vous voyez au-dessus, c'est des exemples de cas d'usage qu'on voit. Alors c'est dans l'ensemble de l'énergie. Aujourd'hui, sur le solaire, on parle donc d'autoconsommation, on parle de monitoring. Demain, on va parler d'agrégation. Voilà, on n'en est qu'au début et il faudra passer par cette case plateforme. Je sais que déjà en France, il y a un effort qui est fait parmi les acteurs de se doter d'outils de monitoring puisqu'on leur demande. Et puis quand on commence à parler de gestion plus fine, je pense que typiquement sur le cas de l'Arena Amsterdam, il y a un gros enjeu de bien optimiser tous les systèmes en fonction de la demande, des prix. Et donc, je vais vous donner deux exemples. Je pense qu'on pourra voir bientôt, enfin j'espère qu'on verra ça en France. Il y a un premier exemple qui vient du Pays-Bas, c'est avec Eneco. C'est l'équivalent d'un Engie ou d'EDF aux Pays-Bas. C'est un acteur qui faisait face à un gros taux de perte de ses clients. De l'ordre de 20% par an, les consommateurs en fait partaient chez un autre acteur. Donc ils avaient un vrai enjeu de comment je peux garder mon consommateur et ne pas faire face à cette perte. Ils ont pensé à une solution, c'est un thermostat qu'on a appelé le Smart Tone. Et en fait,
au début, c'était juste un équipement qui ne leur servait pas à grand-chose, mais en fait, en ajoutant tout un tas d'informations, les consommateurs sont devenus très attachés. Et un des exemples qu'ils ont trouvé, c'est finalement, je vais mettre à disposition des batteries à un coût réduit. Donc en l'occurrence, c'est des batteries Tesla, mais ils ont aussi d'autres acteurs. Je fais un contrat avec le consommateur et je lui dis, pour une partie, tu autoconsommes, donc probablement pendant 20 à 30% du temps, et puis le reste du temps, je vais m'en servir et je vais le valoriser sur les services réseau. Donc finalement, c'est très proche de l'exemple de l'Amsterdam Arena, mais du coup vu à une échelle résidentielle et agrégée. Et puis un dernier exemple, Maximilian was telling me that E.ON was copying Sonnen. I will not comment on that one. E.ON a lancé au début d'année, donc E.ON, une utility allemande comme EDF et Engie, a lancé au début d'année un compte virtuel. C'est-à-dire que si vous avez un panneau solaire, soit vous le consommez, soit vous l'envoyez sur une plateforme que E.ON monitore. Et puis, à n'importe quel autre moment, vous pouvez aller retirer cette électricité, voire même si vous voulez aller charger votre véhicule à n'importe quel endroit sur le réseau d'E.ON, et bien finalement, ça vient de votre compte. Donc, quelque part dans le cloud, et traquer votre électricité. Et bien entendu, c'est le soft qui permet de faire ça. Est-ce qu'on connaît les entreprises qui travaillent derrière toute cette machinerie, parce que ce n'est pas E.ON? Des partenariats avec des sociétés comme Kiwi Grid, je crois, entre autres, et d'autres. Alors, il y a beaucoup de GAFA derrière. Beaucoup de GAFA. Voilà. Et après, pour certains usages, ils vont faire appel à la bonne start-up qui a déjà développé ça. Mais effectivement, il faut se rendre compte que c'est souvent des GAFA qui sont derrière. Et donc, la composante solaire est bien intégrée. On parle principalement d'une offre solaire qui est flexible et modulaire et que l'on peut utiliser quand on souhaite comme un compte. Exactement. Okay. Exactement. Fantastique. Donc, voilà, je voulais conclure cette présentation avec peut-être un message très encourageant et très visionnaire, et on verra si l'année prochaine ça va évaluer. C'est que finalement, on parle beaucoup d'autoconsommation aujourd'hui, et le software permet de le réaliser, mais il y a tout un tas d'autres cas d'usage qui vont émerger, et j'en suis persuadée qu'on en parlera sur les événements futurs. Merci beaucoup. Je propose d'applaudir. Je vais prendre la petite touchette. Voilà. Merci. Très bien. Donc, on accueille maintenant Grégory Lamotte de la société Comwatt. Donc, on est parti là dans le digital, dans des clouds, dans du stockage. Là, on va quelque part atterrir dans des choses plus concrètes, en tout cas en ce qui concerne notre quotidien. Et sans te voler la parole, Grégory, c'est ne pas passer la charrue avant les bœufs, c'est vraiment s'assurer déjà d'autoconsommer correctement avant de passer au stockage et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui va nous intéresser. Je te donne la parole et je te remercie. Merci Richard. Donc oui, je me présente d'abord. Donc je suis Grégory Lamotte, je suis président et fondateur de Comwatt. Et Comwatt, en deux mots, c'est donc on travaille sur la synchronisation de l'offre et de la demande au niveau énergie, et on travaille sur les objets connectés. Et notre premier secteur d'application, c'est l'autoconsommation. Et on existe depuis 5 ans, et on a 9000 clients aujourd'hui qui utilisent nos technologies en France. Alors, l'objectif de la présentation de 10 minutes, c'est qu'à la fin de la présentation, pour vous, que ce soit très clair, là où on va, quel est l'objectif de la transition énergétique et quels sont les moyens objectifs les plus adaptés qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Alors, où on va, on est tous d'accord qu'on a tous envie d'un 100% énergie renouvelable. Cette semaine, on a appris qu'effectivement, la Californie s'est engagée sur 100% énergie renouvelable. Il y a plein d'autres pays qui sont déjà à 100% énergie renouvelable. Donc je pense que c'est un objectif qui est tenable, même s'il y a pas mal de grincheux qui disent qu'on ne peut pas aller à cette puissance d'énergie solaire pour les problèmes de fluctuation. L'ADEME l'a démontré que c'était faux, parce qu'effectivement, on peut, grâce aux technologies qui sont développées et qui existent dès à présent, atteindre ces objectifs. Donc c'est clair, là où on va, le cap est clair. Maintenant, c'est comment on y va, quel est le meilleur système. Alors,
Nous, on a une conviction chez Comwatt, et je voulais la partager avec vous. Nous, on a la conviction que le système existe, et je vais vous le présenter dans quelques instants. Et dernier point, l'objectif aussi de la présentation, c'est qu'à la fin, vous sachiez que faire demain. Parce qu'effectivement, on a vu pas mal de concepts aujourd'hui. On a vu du stockage, on a vu ce qui se passe dans d'autres pays, mais on a vu qu'effectivement, l'autoconsommation collective, ça patine. Pourquoi? Parce que les opérateurs historiques bloquent, parce qu'effectivement, ils n'ont pas trop envie que les gens s'organisent au niveau local et produisent et échangent entre l'énergie, parce que autant d'énergie qui sera échangée au niveau local, ou réduction de consommation, c'est autant de moyens centralisés qui ne produisent pas, donc il y a des blocages importants et ça va pas durer, ça va durer encore longtemps. Ils ont même eu, ils ont une capacité effectivement de ralentir le système pendant encore longtemps. Donc tout ce système-là fait que ça va prendre un certain temps. Et donc l'idée, c'est de dire chez Comwatt, c'est bon, ok, il y a des blocages, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens demain pour pouvoir faire avancer la politique des petits pas pour aller vers ce système dont on rêve tous de 100% énergie renouvelable. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du net billing? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais vous l'expliquer rapidement ce que c'est que le net billing. C'est en analysant avec la plupart des experts internationaux la manière dont le système énergétique dans tous les pays du monde va évoluer, on estime, à la grande majorité, il y a toujours des gens qui disent le contraire, mais en gros, la majorité des experts sont conscients là-dessus, c'est-à-dire qu'à terme, tous les bâtiments quasiment qui ont la possibilité vont produire de l'énergie. Et aujourd'hui, on est sur un mode où il y a quelques producteurs qui vendent à des millions de consommateurs. Demain, il y aura des millions de producteurs qui vont vendre à des millions de consommateurs. Et comment ça va s'organiser? Car aujourd'hui, le stockage coûte cher, mais il va encore coûter cher pendant longtemps. Donc l'optimum, c'est de pouvoir échanger en temps réel sur les marchés entre les producteurs et les consommateurs de manière fluide. Et comment équilibrer l'offre et la demande? Il y a quelque chose qui a été inventé il y a très longtemps, qui s'appelle l'économie de marché, où effectivement, il y a des producteurs, des consommateurs, et il y a un prix qui définit à un moment donné à quelles conditions d'échange un bien. Donc on va prendre un exemple d'un bâtiment. On imagine que sur ce bâtiment, il est possible de mettre des panneaux solaires. On imagine que le matin, le bâtiment produit de l'énergie. Et on imagine aussi qu'en France, par exemple, le matin, il n'y a pas beaucoup d'éoliennes qui tournent, pas beaucoup de panneaux solaires. Donc il y a une grosse besoin d'énergie. Le réseau a besoin d'énergie. Donc le réseau va dire « Oh, j'ai besoin d'énergie, donc je suis prêt à le payer cher. » Donc il va mettre la barre assez haute et dire « Voilà, je suis prêt à acheter 20 centimes le kilowattheure. » À ce moment-là, le bâtiment va dire « Ok, le réseau en a besoin, mais moi aussi j'en ai besoin. Donc je vais plutôt mettre en sourdine certains équipements, par exemple des voitures électriques, je vais peut-être les recharger un peu plus tard. La climatisation, je vais changer 1 degré ou 2. Le stockage d'eau chaude, et tout un tas d'équipements que je peux essayer de temporiser sans venir impacter le niveau de confort des usagers, parce que les gens ne sont pas prêts de changer leur niveau de confort. Et à ce moment-là, la stratégie du bâtiment, ça veut dire je vends le maximum, sans impacter le confort. 2 heures après, on imagine que la météo change, le vent et le soleil arrivent, grosse production en Europe. Vous savez qu'à un certain moment donné, en Europe, il y a tellement de production d'énergie renouvelable que l'énergie a un prix négatif. Donc on se dit, donc ça arrive aujourd'hui, comme demain tous les pays ont des enjeux de produire l'énergie et que les moyens de stockage ne sont pas là pour l'instant, on a des gros problèmes de synchronisation offre-demande, donc on va avoir des fluctuations importantes au sein d'une même journée. Donc à ce moment-là, le bâtiment va dire, ok, je commençais par vendre, un peu plus tard, le réseau va dire, non mais c'est bon, moi j'ai produit, j'ai mes éoliennes, j'ai mon solaire, donc je produis beaucoup, j'ai plus besoin d'énergie, donc le signal tarifaire va être très bas, et le bâtiment va se dire, ah bah olé, ça sert à rien de le vendre, c'est 1 centime le kilowattheure, donc je vais le garder pour moi. Et donc, le bâtiment va garder l'énergie, il va faire consommer, voire anticiper certaines consommations pour essayer de stocker l'énergie de manière thermique ou d'autres usages, comme dans les batteries de voitures. Donc l'idée, c'est qu'à la fin du mois, au lieu d'avoir simplement une facture dans laquelle il y a le fournisseur d'énergie qui vous dit, voilà, vous me devez tant de kilowattheures, vous allez avoir ce qu'on appelle un net billing, c'est-à-dire des plus et des moins dans votre facture. Donc le but du jeu de chaque bâtiment, ça va être de dire, je vais vendre quand c'est cher, et je vais acheter quand c'est pas cher ou quand j'ai la possibilité de produire moi-même. Donc en fait, ça va s'équilibrer et effectivement, ça permet de réduire la facture des consommateurs. Donc on estime que ça peut réduire jusqu'à 50% la facture des consommateurs et ça peut aussi, double effet qui se coule, qui est vraiment super intéressant, ça réduit aussi les frais de réseau. Parce qu'à partir du moment où on sait éviter la pointe, on réduit de 20% les frais de réseau. Donc non seulement le citoyen va gagner en pouvoir d'achat, mais les infrastructures vont aussi pouvoir économiser parce que les réseaux électriques sont dimensionnés par la période de pointe. Et parce qu'effectivement, quand on les a construits il y a 40 ans, on n'avait pas Internet. Maintenant, on a Internet. Il est possible de fluctuer la consommation de manière à pouvoir éviter ces pointes. Donc tout le monde y gagne. Donc le problème, c'est que c'est un peu tout rose, je vous ai expliqué ça, ce que le net billing, c'est super intéressant. Sauf qu'on ne sait pas à quelle vitesse les politiques vont le comprendre. Alors est-ce que ça va prendre 2 ans, 10 ans, 20 ans? On ne sait pas trop. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là?
tant qu'effectivement on nous a présenté beaucoup de choses aujourd'hui, on a vu qu'effectivement l'autoconsommation collective est compliquée, que le stockage est encore cher, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen? On dit ok, très bien, j'ai compris où on va, j'ai compris qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais qu'est-ce que je fais demain pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice? Donc nous, ce qu'on a, c'est une démarche pragmatique, c'est ce qu'on a fait avec nos 9000 clients, c'est par quoi on peut commencer de manière peut-être simple, la politique des petits pas, et on avance petit à petit. Alors, on peut se poser une question, là, c'est un petit graphique qui est peut-être un peu petit, mais qui vous dit, voilà, combien ça coûte de consommer de l'énergie. Alors, à gauche, vous avez effectivement la partie en gris, c'est si vous restez au réseau, vous êtes à 16 centimes le kilowattheure, et ça va augmenter entre 2 et 4% par an pendant les 15 prochaines années. Donc ça, c'est la version, on ne change rien, on continue, et on paye de plus en plus cher. Deuxième hypothèse, on dit, oh là là, il y en a marre du réseau, on se coupe du réseau. J'en ai marre, mais par contre, il faut que je prenne de quoi stocker plusieurs jours, parce qu'effectivement, s'il pleut pendant plusieurs jours ou s'il y a une météo défavorable pendant plusieurs jours, il faut que je puisse stocker 3, 4, 5 jours sur mes batteries. Donc, on va avoir un kilowattheure qui va passer de 16 centimes à 1,50 €. Donc là, du coup, nous, on a plein d'appels de gens qui veulent se couper du réseau et passer sur des batteries. On leur dit, si vous voulez, mais c'est 1,50 €, donc vous allez faire x10 sur votre facture. Donc du coup, tout de suite, les gens sont moins écolos, là, ils ont moins envie de le faire. Et donc l'autre option, c'est de dire c'est pas grave, on va mettre des batteries. Alors on va le voir après, il y a un diagramme qui explique plus. Effectivement, les batteries, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça va synchroniser l'offre et la demande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une batterie coûte assez cher, et le prix de possession d'une batterie, donc quand on compte le nombre de cycles et le nombre d'usages pour un particulier, ça rajoute en gros 20 centimes par kilowattheure. Donc, c'est-à-dire que ça coûte 10 centimes à acheter, à produire avec ces panneaux solaires, 20 centimes à stocker. Donc, en gros, on arrive à une facture, on paye 26 centimes le kilowattheure. Donc, ce n'est pas super intéressant pour le moment. Alors après, on va voir après, on a un slide qui montre que les coûts vont baisser, mais ça reste encore un petit peu tendu si on veut faire ça pour des raisons économiques. Ensuite, avant-dernière solution, c'est de dire, je mets des panneaux solaires, et tout ce que je vais produire, ça va m'éviter de l'acheter. Mais le problème, c'est que, notamment chez les particuliers, on n'a pas une bonne synchronisation naturelle entre l'habitude des particuliers et la production solaire. Le matin, les particuliers partent au boulot, les panneaux solaires produisent, ils rentrent le soir, les panneaux solaires arrêtent de produire, donc c'est un peu complètement asynchrone, donc il y a un problème. Donc si vous mettez des panneaux solaires chez vous et que vous ne mettez pas de système de régulation, ni de batterie, vous allez réduire votre facture de 20%. Donc vous allez vous retrouver à payer un prix de revient du kilowattheure de 15 centimes, donc vous êtes passé de 16 centimes si vous faites rien à 15 centimes, vous dites waouh, pour gagner 1 centime, ça a un retour sur investissement de 25 ans, c'est pas intéressant. Donc du coup, nous, effectivement, on s'est focalisé sur ce qui fonctionne aujourd'hui en France, c'est-à-dire c'est la partie extrême droite. On s'est dit, le digital a beaucoup progressé, le digital a beaucoup baissé, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser l'offre et la demande sur les sites qui produisent leur énergie, de manière à pouvoir consommer l'énergie au moment où elle est produite. Donc là, c'est un petit slide. 2 minutes. 2 minutes, ok, c'est bon, il reste 2 slides. Donc du coup, c'est juste pour ce que je viens de dire à l'instant, c'est que produire un kilowattheure en France chez un résidentiel aujourd'hui, ça coûte 10 centimes. Le stocker, ça coûte 20 centimes. Au final, ça coûte 30 centimes. Donc même si ça baisse, effectivement, on est sur effectivement un modèle économique qui est un petit peu tendu actuellement. Donc on voit à droite la partie baisse des coûts. Effectivement, le prix de l'énergie va augmenter, le prix des batteries va baisser aussi, mais le coût du digital va aussi baisser. Et il y a un dicton dans la Silicon Valley qui se dit « Bits are always cheaper than atoms », c'est-à-dire qu'au niveau du digital, on a des coûts marginaux qui sont nuls, alors que dans la technologie du stockage, on a toujours de la masse, on a de l'extraction à faire, on a de la matière première. Et donc, on ne peut pas avoir un coût marginal qui est nul. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, avec les progrès technologiques, on pense effectivement qu'il y aura un mix qui va s'installer entre le stockage et le digital, mais le digital aura toujours une place très importante pour des raisons de bon sens, parce qu'effectivement, quand vous avez l'énergie qui est produite sur un panneau solaire, quand on stocke dans une batterie, il y a un peu de perte au moment où on charge, et il y a un peu de perte au moment où on décharge. Pour à la fin alimenter un cumulus électrique, on se dit ça c'est quand même mieux de directement alimenter le cumulus électrique et d'essayer de pouvoir le consommer l'énergie en circuit court et garder la batterie pour des choses beaucoup plus intelligentes, c'est-à-dire pour le soir quand il n'y a pas de soleil ou pour les jours effectivement d'équilibrage réseau ou de système réseau. Donc là, c'est un petit schéma très rapide pour vous montrer sur la partie de gauche, vous mettez des panneaux solaires chez vous et naturellement, vous allez consommer le matin et le soir. Donc là, la baisse de la facture est de 20%. Et la partie droite du graphique, où on va déplacer les consommations de manière à ce qu'on va mettre les appareils à fonctionner au moment où l'énergie est produite et vous allez réduire votre facture entre 50 et 70%. Chose importante qui n'est pas sur le graphique, c'est qu'on fait baisser la facture en déplaçant les consommations, mais aussi on utilise la technologie des objets connectés pour pouvoir aussi baisser la quantité de kilowattheures que vous consommez, de manière à pouvoir faire l'efficacité. Et on estime que sur nos clients, ce qu'on a mesuré, on arrive à peu près à 20%.
Voilà. Donc, bonne nouvelle, effectivement, aujourd'hui, il y a 35 millions de résidences en France. Il y a 16 millions de maisons individuelles. Donc, on a vraiment de quoi produire. Et la RTE a fait une étude prospective et a montré qu'aujourd'hui, on était à peu près à 20 000 projets en autoconsommation. Et ils annoncent 4 millions de sites en autoconsommation dans 10 ans. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y aura une maison sur 4 qui sera en capacité d'installer des panneaux solaires parce que ça sera un modèle économique extrêmement attractif et ce marché va doubler tous les ans dans les 10 prochaines années. Et ensuite, effectivement, après, le bas du graphique, c'est effectivement, les gens ont une grosse attractivité pour le solaire parce que ça les intéresse, ils ont envie de passer, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on essaye de simplifier, de dire, voilà, écoutez, vous ne prenez pas la tête, faites ci, faites ça, et vous verrez, vous pourrez économiser simplement, et pas dans 10 ans, pas dans 3 ans, mais dès cette année. Voilà. Bonne transition. Merci, Grégory. Très intéressant. Je vous propose la chose suivante. Société Texol est le dernier intervenant, c'est toujours la position la plus difficile parce que tu vas devoir faire des efforts pour compresser le temps. Et derrière, on peut se rajouter maximum 10 minutes d'échange ou plus si besoin. Comme ça, en fait, on est déjà à 17h30, mais on a commencé avec 20 minutes de retard, donc on essaie de maintenir 1h30 comme ça. Pour ceux qui souhaitent rester, vous avez en tête le temps qu'on va encore rester ensemble. Donc, Monsieur Courtois, Texol. Donc un retour d'expérience sur l'installation avec stockage, entre autres. 1, 2, oui. Oui, alors effectivement, je vais vous parler de stockage, non pas d'une réalisation, mais d'une réflexion qu'on a eue dans le cadre d'un projet d'autoconsommation collective dans le sud de la France. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est le premier projet en France qui met en œuvre une solution de blockchain pour répartir de l'énergie. À toi. Alors, mon propos n'est pas sur la répartition et sur la blockchain, mais plutôt sur les réflexions qu'on a menées justement avec le maître d'ouvrage d'une collectivité pour voir si le projet qui était conçu initialement avec cette collectivité pouvait rentrer dans une deuxième phase pour augmenter... Ouais. Ah oui. Pardon. Pour augmenter la puissance photovoltaïque et puis intégrer donc une capacité de stockage. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments de contexte, puisque je ne savais pas dans quel ordre on allait le faire. Deux choses. On sait tous que le prix du stockage connaît une baisse qui est très intéressante et qui laisse entrevoir de belles perspectives pour les prochaines années, prochains mois. On a des capacités de production, alors c'est un petit peu lié, donc qui augmentent notamment avec l'avènement du véhicule électrique. Et donc, on peut retenir une chose, c'est que l'autoconsommation, ou le solaire en général, va pouvoir bénéficier du développement du véhicule électrique et donc avoir des solutions de stockage qui vont être plus intéressantes d'un point de vue économique. Alors, pourquoi stocker de l'électricité solaire? Donc, effectivement, dans un premier temps, pour augmenter le taux d'autoproduction, d'augmenter le taux d'autoconsommation des projets, répondre à l'appétence des autoconsommateurs, puisqu'on sait tous, on a parlé depuis ce matin, que les gens rêvaient de consommer l'énergie qu'ils produisaient. Encore faut-il que cette énergie qui est produite soit consommée en phase dans le cadre de l'autoconsommation au fil du soleil. Et on peut également proposer de nouveaux services au réseau, comme ça a été présenté tout à l'heure. Et puis, comme on sort d'une longue concertation au niveau de la Creux avec la publication du TURP dédié à l'autoconsommation, eh bien, on s'est dit il faut quand même qu'on regarde par rapport à ce TURP dédié ce que peut apporter le stockage. Donc vous avez un exemple qui est projeté et on voit qu'en fonction des hypothèses que l'on a retenues, que pour avoir un TURP, donc tarif d'utilisation du réseau public d'électricité dédié, qui est plus intéressant que le TURP 5 en place, eh bien il faut qu'on ait des taux d'autoconsommation de l'ordre de 20 à 30%. Et on sait très bien, notamment dans le résidentiel, que ces taux-là sont difficiles à obtenir, notamment sans stockage. Donc le
le cas que je voulais vous présenter, donc c'est le cas de Prémiance. Donc c'est une petite commune de 500 habitants au nord de Béziers, dans le département de l'Hérault. La mairie a investi dans une installation de 30 kW et a décidé en fait de répartir cette production sur 6 consommateurs. Donc on va avoir des consommateurs publics et des consommateurs privés. Donc on a Texol accompagné ce projet en tant que maître d'œuvre et on l'a accompagné également sur la partie juridique, notamment sur la constitution de la personne morale pour répondre aux exigences liées à l'autoconsommation collective. Cette installation de 30 kW, elle va produire environ 145 000 kWh et en fonction des consommations qu'on retrouve donc dans les 6 bâtiments, eh bien, on a un taux d'autoconsommation de 94% et donc un taux non pas de taux de production, mais d'excédent qui est de 7%. Alors l'exercice que l'on a mené, c'est de regarder un petit peu ce qu'apporterait une solution de stockage, en sachant que sur cette opération, on a un excédent qui est relativement faible, 2000 kWh sur les 145 000 qu'on produit annuellement. Et puis surtout, le surplus, il n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'on a des périodes de l'année où le surplus il est quasiment nul. En gros, entre octobre à mars, on n'a pas de surplus. Donc on a fait une première évaluation en fait, de la pertinence d'une solution avec stockage, où on a pris une batterie de 20 kWh, et donc ça se traduit par un surplus qui est divisé par 4, donc ça c'est intéressant. Par contre, un gain sur l'autoproduction de 1%, donc on voit quand même que le différentiel n'est pas très important. Et puis au niveau du coût de revient du kilowattheure stocké, on arrive au-delà des 30 centimes. Excusez-moi, il y a une erreur sur l'unité. Donc on a considéré que cette solution n'était pas intéressante. Deuxième hypothèse, c'est qu'on augmente la puissance photovoltaïque, on passe de 30 à 80, et on garde en termes de consommateurs, les consommateurs qui sont identifiés en amont. Et là, première chose, en augmentant donc la puissance photovoltaïque, on a un taux d'autoconsommation qui chute pour dépasser à peine 50%. On a un surplus de 47 000 kWh et on a regardé ce que ça donnait avec une batterie de 100 kWh. Donc le surplus est divisé par 2, on a un taux d'autoconsommation de 50% et un taux d'autoproduction de 70% et un taux d'autoproduction de 50%. Et là encore, le coût du stockage est relativement élevé et donc ne rentre pas dans l'équilibre économique du projet. Donc les conclusions qu'on retient par rapport à ça, c'est que le recours à la batterie peut se justifier si on a un moins grand déphasage entre la production et consommation et si la batterie participe à des services systèmes et aux mécanismes de capacité du réseau. En clair, aujourd'hui, sur ce projet, on peut considérer que l'autoconsommation collective avec l'utilisation du foisonnement remplace le besoin de stockage. On est limité, bien évidemment, sur les taux de couverture chez les consommateurs. Mais aujourd'hui, c'est la solution la plus intéressante qui nous a paru devoir mener jusqu'à son terme. Et donc aujourd'hui, ce projet est en service depuis le début de la semaine et on va déployer la solution blockchain pour pouvoir répartir de l'énergie. Voilà, j'espère que... Christophe, c'est c'était bien. Fantastique. Merci beaucoup. Alors, on a vu pas mal de choses, je pense que c'était assez varié. Et je vais dire la même chose que j'ai dit à la dernière, à l'atelier que j'ai animé tout à l'heure. C'est ainsi. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a mal présenté les choses et donc qu'on doit recommencer. Okay? Donc si vous voulez, on recommence tout, ne posez pas de questions. Donc j'espère que vous allez avoir des questions, s'il vous plaît, posez quelques questions.
Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, merci. Micro? Merci. C'était le monsieur ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Oui, Bien, bonjour. le micro proche. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Donald François, président fondateur de Serenison Énergie, qui a pour vocation de développer des circuits courts de l'énergie en développant des projets photovoltaïques en autoconsommation collective en milieu urbain. Voilà. Très bien, merci. Maximilian, I have a question for you. A couple of questions, actually. On the Sonnen community, do the consumers own the Sonnen equipment? Est-ce que les personnes qui sont dans la communauté Sonnen détiennent, possèdent les Sont composants? propriétaires. Sont propriétaires des composants. So the Sonnen equipment that you would need to separate between the PV plant, which And we the battery. don't sell, and the storage, which we sell. So they can buy storage from us, the charger. There are also more accessories, like, I don't know, the heater, for example. So once they buy it, yeah, they own it. We're not owning it. OK. We're just using the flexibility. Je vous laisse Alright. traduire. Oui, donc Sonnen n'est pas propriétaire des équipements, ils sont bien en mode vente d'équipements aux consommateurs résidentiels. Je crois que vous aviez une deuxième question. Oui, second question, it's about the taxation landscape in Germany when batteries provide energy to the network. I mean, that's from a French perspective, it's. I know, it's we made a interesting. blog on that, so because we, like, our mission is to explain the customer and how he can actually be part of the community. So this project basically was on my desk for a year now, and we have a blog on taxation and how you have to, like, which rules you have to follow. So we don't consult them, but we tell them on what to look for. You can look it up in the internet. So we try to help them as much as we can. Okay, so there is a tax on the energy provided to the network. Oh, there's a That's tax coming on out of- basically everything, but it's so complicated, we should talk about it afterwards. Okay. But it starts with the PV No. plant, which is a different taxation. Ok, la question était relative en fait à des systèmes de taxation, hein, de régulation de taxes. En Allemagne, elle vous propose d'en parler en parallèle après, parce que c'est assez compliqué, quoi. Voilà. Thank you. Merci. Il y avait d'autres personnes, je crois qu'il y avait des questions. Monsieur là-haut, en rose, s'il vous plaît. C'est ici. Il y a par là aussi. Et là-bas. Merci. Non, c'était... Oui, bon, ok. Non, mais Ah, excusez-moi. voilà, en rose. Ah oui, vous êtes presque en rose. C'est là-bas, c'est rose. Merci. Bonjour, Olivier Perreiron du syndicat départemental d'énergie du Rhône. Moi, je fais un peu le constat avec les diverses présentations qu'on a un modèle avec Sonnen qui est quand même très axé sur le stockage. Et puis d'un côté, on a Texol qui nous montre que finalement, le stockage, c'est pas intéressant. Un petit peu confirmé par Comwatt et aussi par Val Énergie qui nous dit que le stockage, il doit intervenir, mais tout à la fin. Est-ce que finalement la différence en fait de réussite ne vient pas du tarif d'électricité en Allemagne résidentielle qui est très élevé et qui permet finalement de financer la solution de stockage, ce qui n'est pas le cas en France? Alors, qui souhaite répondre à cette question? Grégory, vas-y. Rapidement, après, on peut compléter. En fait, effectivement, en Allemagne, le prix de l'énergie est très cher, hein, c'est 25 à 30 centimes le kilowattheure. Et ensuite, il y a aussi des subventions pour les batteries. Donc, ce qui fait que l'un et l'autre font qu'effectivement, la batterie, aujourd'hui, est rentable en Allemagne. Mais donc la batterie, les subventions vont baisser, les batteries vont baisser, effectivement. Mais à terme, nous, on n'oppose pas du tout les objets connectés avec les batteries. On dit, voilà, chacun a sa place. Au fur et à mesure que le temps va avancer, que les batteries vont baisser, eh ben on va avoir un équilibre qui va se mettre en place. Mais dans le futur que nous on prévoit, il y aura bien les deux qui vont cohabiter. Et plus les batteries vont baisser, plus elles auront une place importante. Voilà. Après, je ne sais pas si vous voulez compléter. Pardon, alors pour Texol, il ne faut pas se méprendre en fait sur mes propos. J'ai fait un zoom sur un projet d'autoconsommation collective où j'ai démontré effectivement qu'aujourd'hui, avec les conditions actuelles, la batterie ne se justifiait pas.
N'empêche que tous les projets sur lesquels on travaille, aujourd'hui, on intègre dans notre réflexion le stockage, parce qu'on se dit que de la même manière que les modules chutent au niveau de leur prix, le stockage va faire pareil, et donc un jour ou l'autre, vraisemblablement à court terme, la batterie se justifiera. Juste oui, bien sûr. un dernier commentaire par rapport Bien à sûr. ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, on a parlé de la fonction d'autoconsommation, mais il y a d'autres fonctions qui sont possibles à partir du système de stockage. J'ai parlé il y a la fonction du secours. Il y a pas mal de gens qui sont motivés qui ont des problématiques à ce niveau-là. La problématique des pics de consommation. Donc il y a d'autres aspects que purement la question de l'autoconsommation. Donc je pense que sur l'autoconsommation, ce qu'on voit, c'est qu'avec à la fois l'augmentation des tarifs et le développement des solutions de stockage, on va avoir une évolution du type de ce qu'on a pu connaître sur les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient intéressant dans tous les cas. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des applications pour lesquelles ça fonctionne, c'est rentable. Et puis, il y a un ensemble également de gens pour qui la décision d'achat n'est pas uniquement sur l'aspect de la rentabilité, comme ça a déjà été évoqué. Mais je dirais que c'est, voilà, en gros, les différents éléments que je souhaitais ajouter sur ce sujet. Bien sûr, allez-y, monsieur. Oui, j'ajouterais que le solaire photovoltaïque est intermittent. Quand on peut décaler certaines consommations au moment de la production solaire, mais pas tout. Et la suite de l'histoire, pour moi, c'est la batterie. Et qui, on l'a dit plusieurs fois, va devenir de plus en plus compétitive. Donc c'est la suite de l'histoire. Ce que je peux rajouter, j'ai juste montré un des exemples où on avait effectivement, on a des sites qui fonctionnent aujourd'hui avec une combinaison de solutions de stockage et de solutions de gestion de la charge, enfin des utilisations. Et c'est tout à fait spectaculaire ce qu'on obtient comme résultat. I just wanted to add to the price question. Yeah, it's, as always, cheap energy is the biggest threat to renewables. So in Germany, it's easier to sell this, the bundle. However, I think the market is changing right now. People are more and more getting interested in independence, and it's worth a price to them. And now we sort of have proven that the concept works. And also politics are getting more and more interested in residential storage. A few years from now, like 2 years from now, no one really thought that this was going to work. And now we're stabilizing the grid. This is really a new era. Thank you. Oui, Grégory, tu voulais rajouter quelque chose? Dernier complément. Pour dire qu'effectivement, donc la batterie va baisser, mais il y a aussi les services réseau qui n'existent pas aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout valorisés. C'est-à-dire qu'il y a, pour le résidentiel, en tout cas pour le diffus, il y a une entreprise qui s'appelle Voltalis qui a installé 100 000 logements pour faire de l'effacement diffus, et c'est compliqué pour eux effectivement de pouvoir en vivre, parce qu'aujourd'hui les réseaux auraient besoin de cet effacement diffus, mais n'est pas capable la réglementation française sur l'énergie n'est pas encore en place, n'est pas mûre pour pouvoir les valoriser. Donc effectivement, si ces services réseau étaient payés à juste valeur, la batterie serait plus rapidement intégrée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les services systèmes, on le voit, que ce soit en Allemagne, mais surtout en Angleterre ces dernières années. On est sur un réseau insulaire assez massif. Et on voit bien que les gros problèmes de stockage qui ont duré 2 ans sont des programmes extrêmement calibrés pour venir en fait contribuer à l'intégration des renouvelables qui apportaient des variations de fréquence. Et ça fonctionne. Et on est capable de faire des choses rapidement. Le micro, s'il vous plaît. Ici. Ah, c'était monsieur avant. Ouais, pardon. désolé. Oui, c'est vrai. Pardon. Brice Parmentier, BayWa RE. Voilà, justement, au sujet de l'intégration des systèmes de stockage au réseau. Je voulais juste interroger le panel sur, dans vos activités où vous avez connecté du stockage batterie au réseau, est-ce que vous jugez le cadre technico-réglementaire français mature, prêt et à la page pour voir des systèmes batterie connectés au réseau aujourd'hui? Parce que, à ma connaissance, on travaille avec une norme expérimentale dont, en fait, c'est très sujet à l'interprétation. Je voulais juste savoir si ça avait été un frein dans vos activités et voilà, savoir si
comment vous voyez en fait un avenir proche à ce sujet-là. Juste, enfin, si je peux me permettre, enfin, vas-y. Peut-être pour premier élément. Alors, il faut distinguer le stockage au niveau derrière le compteur, donc résidentiel, commercial, où il va y avoir des problématiques, et puis le stockage qui est sur le réseau. Et puis après, en France, on a 2 niveaux de législation aussi. On a le niveau européen et le niveau français. Et je dirais qu'il y a un premier verrou qui est au niveau européen, c'est la place du stockage dans le paysage énergétique. Il faut savoir qu'on sait très bien ce que c'est de la consommation, on sait très bien ce que c'est une centrale de génération. L'Europe ne sait pas ce que c'est une batterie, c'est pas classifié. Et donc l'Europe n'a pas tranché à savoir est-ce que la batterie doit être gérée par l'opérateur de réseau, parce que du coup, comme ça fournit une vraie stabilité au réseau, ou la batterie doit être gérée par un tiers. Et rien que ça, en fait, ça bloque énormément d'investissements dès qu'on parle. Et après, si on descend donc à un niveau en dessous, la même logique s'applique. On pourrait très bien imaginer demain Enedis qui contrôle les batteries et du coup, dans un but d'optimisation du système et priorité dessus. Il y a un flou juridique, il n'y a pas de règles, on ne sait pas. Donc oui, il y a beaucoup de choses à créer, mais il faut faire attention que ce n'est pas que dans la main de la CRE, mais il y a aussi des directives européennes qui sont à travailler. Si je peux juste compléter, le problème des batteries, c'est le même problème qu'on a avec l'autoconcho collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système électrique français qui est construit autour de la production centralisée. Donc effectivement, il y a une concurrence déloyale de ce système qui favorise effectivement les moyens de production très loin des consommations. Donc le système de tarification timbre-poste en France, c'est-à-dire que si vous empruntez le réseau pour faire 1 mètre ou pour faire 3000 km, vous payez le même prix. Donc ça favorise la production nucléaire qui est loin des villes. Mais si vous, par exemple, vous avez votre batterie qui est pleine et que vous voulez vendre l'énergie à votre voisin, vous payez le même prix pour traverser votre cage d'escalier que si vous devez vendre l'énergie à votre voisin qui est à la frontière belge. Donc c'est complètement archaïque, ancien, inadapté au déploiement massif des énergies renouvelables dans les quartiers, sur les territoires. Mais ça va changer, mais ça va prendre un certain temps. Oui, Charles Royen, pour Enerplan. J'ai cru comprendre que la nouvelle directive européenne allait donner un statut aux batteries et qu'ailleurs que dans les zones insulaires où la France a beaucoup milité, les batteries, les actifs de stockage ne devaient pas être à la main des gestionnaires de réseau et de transport, mais être considérés comme des services. C'est une bonne chose de mon point de vue. La question, c'est du coup, parce que ça m'a fait rêver le stockage dans le cloud, et finalement, qu'est-ce qu'on doit préconiser comme évolution réglementaire au niveau de la CRE pour que ça devienne possible, puisque le stockage dans le cloud, c'est des actifs de stockage qui sont disséminés. On n'en a pas parlé parce que là, on est stockage stationnaire, mais demain, 2 millions de véhicules, c'est quelques dizaines de gigawattheures de stockage qui seront disséminés un peu partout dans nos rues. Donc, voilà, moi j'ai bien peur qu'on entame le futur avec une réglementation d'avant-hier qui fige les choses. Donc, si côté panéliste, vous aviez une préconisation à faire à la CRE et au gouvernement, c'est laquelle pour que on puisse enfin, alors service réseau par exemple, voilà, est-ce qu'on sera les derniers d'Europe ou du monde à faire des services réseau BT? Je ne sais pas. Qui pour répondre à cette question? Je vais quand même juste commencer la réponse, parce que du coup, c'était une réaction. En partie, vous avez raison sur le paquet énergie-climat. Effectivement, l'Europe dit on préfère que ça soit dans une logique de concurrence, que ça reste à des tiers et qu'on garde que sur des cas extrêmes. Moi, je pense que c'est pas encore complètement tassé. On sait que le paquet énergie-climat, il n'est pas encore voté. Donc, je m'attends que les opérateurs de réseau se défendent bec et ongle pour ça. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a effectivement réglementaire auprès de la CRE, des décisions à prendre sur le TURB, c'est comment on taxe les échanges, et puis comment au niveau des marchés, Grégory a parlé des services systèmes, comment on propose des vrais mécanismes en France qui permettent de laisser la place. On a vu au UK qu'ils ont le TSO National Grid a fait un choix de faire des appels d'offres pour de la réponse très, très rapide en disant c'est neutre, tout le monde peut participer, il n'y a pas de seuil, il ne faut pas que vous fassiez plus de 50 mégawatts, parce que dans certains services systèmes, il faut que vous soyez un gros asset. Donc voilà, moi je pense que les actions sont sur les 2 niveaux. Oui. De réponse. Un complément de réponse, c'est que l'Europe demande à ce que les Français payent l'énergie de manière proportionnelle au coût que ça a coûté pour leur délivrer.
C'est ça qui demande, effectivement. Donc aujourd'hui, tous les circuits courts sont dans la directive européenne. C'est-à-dire que ça pousse effectivement à essayer de dire, voilà, si l'énergie parcourt une faible distance, eh ben, on facture une faible distance parce que c'est proportionnel au coût que ça générait. Ensuite, il faut laisser faire l'économie de marché. Si demain, effectivement, on ouvre l'économie de marché, on dit, voilà, il y a des générateurs au gaz ou au charbon à mettre en place, et s'ils coûtent suffisamment cher avec une taxe et que c'est plus intéressant de mettre des batteries, eh ben, si c'est possible pour les batteries de remplacer, eh ben, il y aura un enjeu économique et la place de la batterie sera mis en place. Mais aujourd'hui, c'est bloqué parce qu'effectivement, c'est très centralisé en France, c'est sous forme d'appel d'offres, c'est très bridé. Et l'idée, c'est de fluidiser tout ça de manière à ce que demain, les gens aient un intérêt économique à pouvoir proposer des solutions alternatives au charbon et au gaz pour faire du pic. Très bien, merci. Une question par ici? Bonjour, Martin Jouette, Société Volvé, donc producteur, développeur dans les énergies renouvelables. J'ai un peu une remarque générale, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez du côté vertueux ou non du stockage stationnaire en termes écologiques. On va regarder au niveau économique s'il y a un intérêt, et au niveau technologique et l'appétence technologique des gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand je vois en Allemagne, par exemple, qu'on va encourager le stockage stationnaire pour du résidentiel, c'est vertueux écologiquement de le faire plutôt qu'injecter sur le réseau et de faire profiter de ce surplus à quelqu'un d'autre? Là, on rentre dans le réseau. Did you understand? I understood 80% of the question. Okay. So it's enough. No. Yeah, so your question was, let me rephrase it. You said if it's environmentally friendly to store the energy instead of using the grid as a storage? Yeah. Okay. Well, the German system is a little bit special since they heavily switched from centralized system to decentralized, but also they are sort of they have the nuclear phase out. So they are now planning on constructing a new grid, which is also based on like centralized thinking. Like the entire planning for this new grid is sort of similar to the old world. So we're working on a proof that you can actually have a decentralized grid without heavy investment in the grid. So I think from that point of view, yes, it is better to have a decentralized storage system. Donc en termes de réseau, en effet, oui, je comprends bien qu'en Allemagne, c'est à cet intérêt. En France, je ne sais pas si Texol, par exemple, vous avez fait cette étude-là, écologique ou pas? Non, d'accord. Peut-être quelques éléments de réflexion. D'abord, dans l'approche de cet aspect écologique, il y a plusieurs dimensions et sur lesquelles on travaille chez Eaton. Il y a un aspect déjà qui est d'accroître le cycle de vie et l'utilisation de ces batteries. Et c'est toute la démarche sur laquelle on a travaillé sur l'utilisation de batteries de deuxième vie. Donc d'accroître, on va produire ces batteries pour des véhicules électriques et en leur trouvant une deuxième vie, donc en constituant des produits neufs à partir d'un produit qui a déjà eu une première vie, eh bien on va pouvoir multiplier par 2 ou 3 déjà le cycle de vie du produit. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Un autre élément de réponse qui est important, c'est de voir que sur la filière batterie lithium-ion, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la question du recyclage. Et les questions c'est des questions qu'on nous pose souvent sur le recyclage. Donc aujourd'hui, les batteries lithium-ion sont déjà, il y a déjà des solutions de recyclage. Vous avez des usines en Europe et au Canada qui font ce type de recyclage. Ça, c'est une première chose, et ça va se développer. Et les questions que l'on voit en général sont, je dirais, du type des questions qu'on a pu connaître sur le photovoltaïque au lancement du photovoltaïque, où on disait les panneaux PV, ça pollue, il faut beaucoup d'énergie pour les produire, ensuite on ne sait pas quoi en faire, on ne saura pas quoi en faire, etc. Et ce qu'on voit, et c'est ce qui est également prévu pour la filière batterie, c'est que l'organisation du recyclage des panneaux photovoltaïques a été mise en place et arrive aujourd'hui à des niveaux de performance en termes de recyclage qui sont extrêmement élevés. J'ai entendu parler de 94% dans ce domaine.
Donc, c'est une bonne question, c'est quelque chose qui doit être adressé, et il y a déjà des technologies pour le faire, et maintenant, la filière doit se mettre en place et se développer. Alors, ce que je tiens à rajouter par-dessus tout ça, c'est que transférer de l'énergie par le réseau, oui, c'est clair que c'est une idée qui a du sens. Cependant, la production se décentralise, on doit y apporter de l'énergie, de l'intelligence dans ce réseau. Et on parle souvent de stockage réseau, donc côté vraiment réseau, en aval du compteur, comme étant du virtual cable, des câbles virtuels qui viennent en fait apporter une gestion plus locale de l'énergie et surtout un maintien de la fréquence. Donc le stockage reste, en tout cas, certes, c'est pas avec 8,5 gigawatts de solaire installés en France qu'on va avoir besoin de parler de stockage. Le jour où on sera à 100 gigas, là, la question se posera et on aura des normes tout d'un coup par la VDE qui s'activeront et qui auront d'ailleurs des conséquences très importantes. Ensuite, sur la partie recyclage. Moi, j'irai plus loin que sur la partie recyclage. Je parlerai même d'indépendance. D'indépendance dans le sens où la batterie, on voit bien qu'il faut un certain matériau qui est, on va le chercher loin et on a bien identifié les pays. C'est là, je crois, il y a encore quelques mois, Mercedes qui signe son premier accord directement avec le gouvernement de République démocratique du Congo pour sécuriser une partie du démarrage, en tout cas de son activité de production de véhicules électriques. Donc on voit bien que là, il y a aussi une guerre stratégique sur qui aura la main et comment pouvoir s'assurer de rester indépendant là-dessus. Deuxième point, le véhicule électrique lui-même, parce qu'on en parle beaucoup, même si on parle de stockage stationnaire, mais le véhicule électrique, il faut savoir qu'il est constitué lui-même d'énormément de terres rares, qui sont en partie issus en effet de pays africains, mais aussi énormément de Chine, majoritairement de Chine, vous voyez. Et donc il y a un shift stratégique où les Chinois sont en train vraiment d'essayer en fait de capter toute une filière à venir, veulent réussir à prendre la main sur une industrie qui est dominée par les US et l'Europe depuis maintenant un siècle. Vous voyez. Donc les enjeux sont, oui, environnementaux, mais également géostratégiques et d'une puissance assez importante. Donc on a des détracteurs, on en a vu pas mal s'exprimer depuis le départ de notre dernier ministre Nicolas Hulot, avec des trolls assez violents sur les réseaux sociaux. Je parle bien sûr du monde issu du nucléaire. Et ce sont les types d'arguments qu'ils utilisent pour démonter tous les efforts qu'on met en place. Mais quand même, je tiens à rappeler quelque chose par rapport à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. En 92, je crois, c'était Copenhague et les dirigeants de ce monde prenaient conscience de l'importance d'arrêter de polluer cette planète et donc de décarboniser son économie. Donc la notion de sector coupling est apparue, donc la convergence des secteurs. Okay, donc comment faire en sorte que des secteurs qui fonctionnent indépendamment, l'électricité, les véhicules, donc c'est du thermique, vous allez avoir le gaz, okay, comment faire en sorte qu'on puisse shifter des industries comme l'automobile, qui est la première partie visible de l'iceberg, avec de l'électrique, mais propre. Et propre chez nous en France. Donc dans le monde s'est engagée cette transition et c'est ça qui a mené, si vous voulez, un système disruptif qui est en train d'apparaître notamment en Allemagne. Donc l'Allemagne, elle n'a pas le choix, elle doit aller dans cette direction comme la majorité des pays de ce monde parce qu'ils ne sont pas nucléarisés comme nous le sommes. Ils dépendent bien sûr d'une énergie qui est ultra carbonée et donc forcément ils incitent à stocker de l'énergie verte, ils incitent le photovoltaïque, ils incitent les énergies renouvelables. Également sur le power to gas, de dire ok, on doit sans doute aller sur de l'hydrogène, donc on doit créer de l'hydrogène pour de la pile à combustible et ainsi utiliser les réseaux gaziers. Très bien, faisons-le, mais produisons cette molécule d'hydrogène avec des énergies renouvelables, faisons quelque chose de vraiment vert. En France, on a une énergie décarbonisée. Je peux vous en parler pendant longtemps, je ne le ferai pas parce que dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on est majoritairement hydraulique et nucléaire, première région énergétique d'Europe, vous voyez. Donc,
là où je veux en venir, c'est que tout ce qui est présenté ici et tous les modèles d'avenir que présente Capgemini ou Sonnen sont extrêmement difficiles à déployer, au-delà même des aspects réglementaires, mais tout simplement par des effets de lobbying puissants qui nous empêchent de trouver notre place. Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a des réalisations qui se font, et chaque jour compte pour qu'on puisse marquer des points et vraiment construire cette transition énergétique. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, ça a duré longtemps. J'allais conclure. Narito Arada, je suis avocat au cabinet Evershed Sutherland. J'ai travaillé un petit peu sur le stockage et je voulais revenir dans la réglementation, qu'est-ce qui fait qu'on a des mécanismes favorables ou pas. Il y a un point qui n'a pas été mentionné, c'est la réduction de TURP pour les consommateurs électro-intensifs qui lissent l'utilisation du réseau et qui bénéficient d'une réduction de TURP. Donc ça, il y a des offres commerciales de sociétés qui louent des batteries pour les consommateurs électro-intensifs et qui se basent sur cette réduction de TURP pour proposer des contrats qui produisent suffisamment de profit pour eux. Donc c'est un point intéressant. Et il me semble que pour étendre cette réflexion-là à l'autoconsommation individuelle, il faudrait aussi que Enedis fasse la même chose que RTE et propose des réductions de TURP pour les consommateurs résidentiels quand ils utilisent un système de stockage par batterie. De même que, à ma connaissance, effectivement, les mécanismes de réglage de fréquences et de service système ne sont pas prévus sur le réseau basse et moyenne tension avec Enedis, seulement avec RTE. Peut-être qu'il y a là aussi un mécanisme qui pourrait permettre de promouvoir l'autoconsommation individuelle. Alors tout à fait, c'est un sujet en ce qui concerne notamment l'exonération du TURP ou de la CSPE, d'actions qui sont menées depuis plusieurs mois par Enerplan, entre autres, en contradiction avec les rapports sortis par la Creux. Et il y a vraiment une lutte à ce niveau qui veut tout simplement, on ne demande pas autre chose que les directives européennes à ce titre et la loi de transition énergétique soient respectées, afin que le réseau de distribution Enedis puisse exempter directement à minima du TURP, au lieu de subventionner d'un côté et puis taxer de l'autre, ce qu'on appelle ce fameux système Shadok. Voilà, donc on n'y est pas encore, et voilà, on l'attend tous, mais on s'est pris 2 ans dans la vue il y a quelques mois, à peu près, à ce niveau. Alors, sur le résidentiel, c'est bon par contre. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question ? C'est bon ? Madame, vous avez pris beaucoup de photos, j'ai vu, et des vidéos même. Alors, je suis la chargée de mission des droits des gens au syndicat de département énergie Lyon. Donc, ma question, c'est très simple, parce qu'on a parlé beaucoup de choses en fonction de stockage. Maintenant, ma question, c'était, je voulais savoir la vitesse de transformer l'énergie de l'appareil de stockage à véhicule, par exemple, électrique. Maintenant, ça arrive combien la vitesse plus rapide, la charge, la vitesse de recharge. Ouais. Pour les véhicules ou en général? Oui, pour véhicules par exemple, ou en général. Si vous pouvez me donner l'exemple. Ce sera la dernière question, et puis après on aura la possibilité de stopper. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question sur la notion de où en est-on de la rapidité de charge des véhicules électriques actuellement en termes de techno? Je comprends la question comme ça, n'est-ce pas, madame? D'accord. Je peux donner juste quelques éléments. En fait, ça va dépendre du type de chargeur. C'est un des sujets, en fait, quel standard de charge, quel modèle on veut, quelle puissance derrière. Ça va prendre jusqu'à 30 minutes le Tesla Supercharger toute puissance jusqu'à plusieurs heures. Donc c'est à peu près le laps de temps. En fait, le sujet n'est pas tant d'aller de plus en plus vite, mais que ça coûte de moins en moins cher. C'est surtout ça la barrière.
Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention longue. À demain en hémicycle pour les modules pédagogiques. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.